Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre en ce jour férié, jour de l'Ascension, de nous rejoindre sur le Mont des Arts, comme chaque jeudi, avec une question un peu provocatrice ce soir. Est-ce bien raisonnable, mesdames, messieurs, est-ce bien raisonnable de publier des livres auxquels on croit ? Est-ce bien raisonnable de défendre des voix singulières, de construire une maison d'édition indépendante et surtout libre dans ses choix éditoriaux ? Est-ce bien raisonnable et surtout est-ce encore possible aujourd'hui ? Chez nos voisins français, les mauvaises nouvelles se multiplient dans le monde de l'édition. Limogeage brutal, je ne vous apprends rien, chez Grasset. Clash entre Amazon et les libraires. Placement en redressement judiciaire de la librairie Gibert, là à Paris, quand même la plus grande librairie indépendante de France. Tension entre l'IA, l'intelligence artificielle et le droit d'auteur, etc., etc. La liste est hélas encore bien longue. Dans ce contexte difficile pour l'édition littéraire, la Belgique francophone, et ça nous concerne, est-ce qu'elle est épargnée ? Eh bien, on peut en douter tout de même au regard des coûts de fabrication élevés, on va en parler, de la chute des ventes du livre neuf, des problèmes de distribution, de diffusion, sans parler des autoristes belges qui, pour des raisons de visibilité qu'on peut peut-être comprendre, on va en discuter, ont tendance à plutôt lorgner vers des maisons d'édition françaises. Ça fait beaucoup de questions. Je sais pas si on a 35 minutes. Je sais pas si on aura le temps de tout résoudre. Je vois Pascal Durand qui sourit déjà. Bonsoir Pascal. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous êtes professeur à l'Université de Liège. On dit l'U-Liège maintenant. C'est oui. Louvain, l'U-Liège, c'est comme ça. Faut être moderne. À la fac de philo et lettres, spécialiste de Mallarmé. Oui. Il y a un bouquin sur Mallarmé qui va bientôt sortir, me dit-on, dans l'oreillette. Et vous êtes co-auteur surtout de cette brique, on peut dire ça, c'est pas péjoratif, brique, oui. Avec Tanguy Abrand, Histoire de l'édition en Belgique. En face de vous, Carmelo Viron. Et bonsoir Carmelo. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous êtes auteur également et vous travaillez aux éditions du Cerisier. Enfin, vous êtes coopérateur, c'est ça ? Oui, je suis membre de l'Assemblée Générale des Coopérateurs et j'ai publié plusieurs livres ou aidé à publier plusieurs livres là-bas. Et je suis profondément attaché à ce projet de coopérative. J'en parlerai tout à l'heure, mais... On va en parler. Qui fête tout de même ses 40 ans. Qui fête ses 40 ans, oui. Donc c'est que ça marche, quand même. Ça marche, 84, ouais. Oui. Aurore Drécourt est avec nous. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Ravi de vous avoir aussi. Vous êtes docteur en histoire, vous. Autrice, entre autres, chez Calman Levy. Et puis, autrice indépendante. Voici d'ailleurs un de vos objets que vous commettez. Vous faites de l'auto-édition, vous vous auto-éditez, c'est bien ça ? Tout à fait. Oui, j'écris mes livres et je m'occupe du processus éditorial de A à Z jusqu'à la publication, jusqu'à ce que ça aille entre les mains des lecteurs. Voilà, donc on verra comment on peut se passer aussi des éditeurs en Belgique quand on veut publier un livre. On voit que c'est possible en tout cas avec vous et certains autres auteurs aussi. David Giannoni est avec nous. Bonjour. Bonsoir David. On se connaît un petit peu, vous êtes dans les starting blocks, vous, parce que le festival qui démarre. Voilà, le festival commence aujourd'hui. Il y a 20 ans, ouais. 20e édition. Ils sont déjà là tous prêts du côté des Ils sont déjà en train de démarrer pendant qu'on enregistre ici. Parce qu'il y a un cortège, et puis ça va durer quelques jours quand même. Un cortège déjanté, ouais, et qui se termine à la boutique, ça dure jusqu'au 25 inclus. Jusqu'au 25 inclus. De l'Ascension à la Pentecôte. Voilà, ce sont les éditions Malmström, plutôt en poésie, on est d'accord, hein ? Oui, on fait aussi des romans, mais... On pourra en parler justement, on préfère faire la poésie finalement. D'accord. Pas de poésie pour Patrick Delperdange. Voilà un bon titre. C'est pas mal. Ouais, ça fait un peu un titre polar. Parce que vous adorez les polars et vous êtes auteur de polars, de bandes dessinées, vous avez publié dans la série noire, etc. Et vous êtes maintenant éditeur chez On Lit, c'est ça ? Voilà, chez On Lit Noir en particulier, ouais. Puisque on m'a confié les rênes d'une collection de romans noirs, de polars, au sens large. Tout ça dans le cadre d'une structure qui s'appelle Émotion, mais j'aurais peut-être parce qu'on lit avait stoppé ses activités puis a redémarré il y a un an plus ou moins. Voilà, On lit a eu un moment de faiblesse, pourrait-on dire, et puis a été racheté par le groupe Émotion. On va en parler. Qui a donc racheté également les éditions Genèse et les éditions de l'Erne à Paris et qui m'ont confié donc les rênes d'une collection de polars. On va parler des groupes, justement, parce qu'on n'est pas trop habitué à ça en Belgique. Et je me demandais, Pascal Durand, est-ce que les secousses qui ont lieu en France, j'imagine que vous les suivez de près, comme nous tous ici, est-ce que ça vous inquiète ou alors pas du tout, on est dans une configuration complètement différente en Belgique ? En Belgique, la configuration est différente. La situation en France me paraît tout de même préoccupante. Pourquoi ? Pourquoi ça peut nous préoccuper, ce qui se passe chez Grasset, par exemple ? Eh bien, parce que les phénomènes de concentration dans le monde de l'édition, c'est une chose bien connue, le groupe Hachette, le groupe Editis. Ici, on a plus qu'une concentration, on a une sorte de prédation
par un capitaliste qui est un idéologue. C'est Bolloré, Vincent Bolloré, ouais. Dont l'enjeu n'est pas du tout de produire des ouvrages de création ou de contribuer à la vie de la littérature. Son enjeu, c'est de mettre en tête de gondole dans les relais H dont il est propriétaire, dans toutes les stations de métro et dans toutes les gares, les aéroports. Les aéroports, en tête de gondole, les ouvrages qui servent la soupe idéologique qui est la sienne. Zemmour, Bardella et tant d'autres. Fayard, maintenant, est vampirisé par Bolloré. Ça va être le cas de Grasset. Grasset était loin d'une maison, moderne, progressiste. Il y avait tout de même des gens de toute obédience. Mais là, il y a une mise au pas où le livre est utilisé comme un instrument de domination politique. Et je crois que c'est une chose que nous ne voyons pas chez nous, fort heureusement, mais qui risque d'avoir peut-être certaines répercussions, qui peuvent d'ailleurs être assez heureuses. On y viendra peut-être. Ça veut savoir que l'hémorragie des auteurs va peut-être... En tout cas, on a des auteurs belges qu'on connaît bien ici, qui sont chez Grasset. Et forcément, ils se posent un petit peu des questions. On sait quand même qu'il y a un départ de plus de 200 auteurs, là. Peut-être revenir au Bercail. Qui sait? Alors, Patrick Delperdange. Le but du groupe Émotion n'est pas la prédation. Non, mais ça... Non, mais je tiens vraiment à mettre les choses au point, parce que le but de ce groupe, c'est justement la collaboration et les connexions entre l'édition et la littérature en général, et la musique, et le cinéma, et d'autres domaines artistiques. C'est vraiment le fondement de ce groupe. Oui, c'est tout à fait autre chose, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, on n'est pas dans la prédation, on n'essaye pas d'imposer des positions politiques. Au contraire, on essaye de créer des connexions entre les créateurs. La concentration éditoriale, ça existe chez nous dans d'autres maisons? Je ne sais pas, David Giannoni, dans la poésie par exemple? Non. Non, je crois pas. Non, mais ce qui existe, qui est plus intéressant sans doute, c'est, parce qu'on parlait de coopérative avec Carmelo, c'est l'idée de regroupement plutôt. Regroupement des efforts, faire des économies d'échelle sur des présences sur des marchés, par exemple, ou lors d'événements. Alors, pour les deux maisons que je dirige, une dans le Liégeois qui est Abra Palabra, donc la maison de la poésie d'Amé, et Maelstrom, ça c'est depuis des années. Mais on embarque les toutes jeunes éditions Ravage, par exemple, d'Aurélien Denis et Camille Commence, ou bien d'autres éditeurs. Et ça pourquoi, David? Parce qu'on est plus fort ensemble quand même pour affronter le marché, tout simplement, c'est pas facile, on va en parler. Tout simplement, vous logez deux personnes dans une même maison au Festival de Sète. Ça fait des chacune des deux maisons, ça fait une économie, c'est moitié. On est co-présent sur le même stand, ça aide à gérer ce stand pendant 5 jours à Paris, 10 jours à Sète. Ce sont quand même des gros défis. La coopération, le principe de la coopération, c'est ça aussi. Je veux dire, tout le monde coopère, donc on est dans un... Au départ, c'était pas ça. C'était plutôt la question de trouver un capital. Que plusieurs personnes se sont réunies dans les années 80 pour acheter des parts de 1000 francs belges. Je crois à l'époque, c'était quelque chose comme ça. Et puis petit à petit, le capital a gonflé. Et un certain nombre d'auteurs ont choisi de reconvertir leurs droits d'auteur, qui en général n'étaient pas très élevés, mais malgré tout, ils ont choisi de les reconvertir en parts de coopérateurs, Ce qui permet aussi à la structure de rester en équilibre, parce qu'une caractéristique générale de l'édition en Belgique, littéraire en tout cas, c'est sa trop faible capitalisation, qui lui permet pas d'avancer de façon tout à fait professionnelle. Vous confirmez ça, Pascal Durand, vous qui avez coécrit une histoire de l'édition en Belgique? C'est compliqué au niveau de la capitalisation? Je confirme, en ajoutant aussi un paramètre qui n'est pas négligeable, c'est que un des problèmes de l'édition belge, c'est son installation dans la durée, je veux dire, pour l'édition littéraire. La première enquête que j'ai conduite, c'était dans les années 90. Un certain nombre de maisons littéraires existaient qui ont disparu depuis lors. Aujourd'hui, beaucoup émergent et on s'en réjouit. J'en tiens le cadastre avec les étudiants des cours que je fais et on voit en effet que ça pousse comme des champignons pour le moment, les microstructures éditoriales. Mais toute la question sera d'installer la durée parce qu'il ne faut pas oublier qu'un éditeur n'est pas un fabricant de livres. Un éditeur, c'est celui qui fabrique un catalogue, qui construit des auteurs, qui suit des auteurs et qui donc accumule autant que possible du capital symbolique qui demande une certaine durée. Une maison, ça se construit très facilement. Ce n'est pas des capitaux énormes aujourd'hui
aujourd'hui avec les nouvelles technologies, c'est la distribution, la diffusion, l'existence. On va en parler parce que c'est ça le nerf de la guerre. Et c'est aussi la durée dans le temps, c'est-à-dire que beaucoup de structures disparaissent après quelques temps. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des logiques économiques propres à la Belgique. On parlait de la France tout à l'heure, mais... Oui, et il y a aussi le poids d'une histoire en Belgique, et qui est notamment le poids de la représentation du livre sous l'angle d'objets typographiques. C'est-à-dire qu'il y a une histoire très longue en Belgique de l'imprimerie, très puissante. Oui. Bonjour à Casterman, je ne sais pas moi, Bolloré imprime la Pléiade, ici à Bruges. Oui, tout à fait. Bon, le livre, ce n'est pas seulement un objet graphique, c'est un objet symbolique qui a besoin donc d'exister, d'être diffusé, d'être communiqué, d'être partagé avec le lecteur. Ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de contraintes. C'est ça qui vous, Aurore, qui vous pousse à vous auto-éditer finalement ou pas? Oui, parce que déjà, en fait, le but quand je suis partie dans l'auto-édition, c'était de vivre de ma plume, ce qui n'était pas possible en passant par une maison d'édition traditionnelle, surtout en tant que jeune auteur, puisque les pourcentages, voilà, on est entre 6 et 10%. C'est compliqué. Vous confirmez, les auteurs qui sont ici en plateau, on ne vit pas de sa plume? Patrick, je vous coupe 2 secondes. Il faut publier beaucoup dans certains domaines, et puis voilà, c'est possible, mais les choses sont quand même très très compliquées. Oui. Mais c'est pas spécifique à la Belgique. Je pense que la plupart des auteurs français ne vivent pas de ça. Non, bien sûr, on parle toujours des mêmes, mais oui. Oui, voilà. Aurore, oui. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de l'auto-édition, et donc ça m'a permis de vivre de ma plume en 1 an. Et donc, en effet, ce que vous disiez par rapport au catalogue, j'ai mon catalogue, j'ai ma stratégie éditoriale, je négocie mes droits. Par exemple, en audiobook, une grande partie de mes titres sont chez Audible. Bref, ça demande tout un travail de professionnel à côté. Oui, donc ça veut dire qu'au-delà d'être auteur, autrice, il faut être presque femme d'affaires, je dirais. C'est le cas, je suis femme d'affaires en plus d'être auteur. J'ai 2 casquettes et même, je dirais 4, 5, parce qu'il faut que je me forme, il faut que je regarde souvent ce qui se passe aux États-Unis pour avoir de l'avance. Vous parlez des États-Unis, ça c'est un modèle qu'on retrouve peut-être plus dans le monde anglo-saxon ou pas? L'auto-édition ? Oui. Je ne pense pas, enfin je n'ai pas étudié spécialement la question, mais le marché en langue anglaise est tellement énorme que forcément les éditeurs ont toute autre logique de fonctionnement économique pour la diffusion des auteurs que dans notre marché qui est francophone, donc restreint, et qui en outre, si on se tient aux frontières de la communauté française de Belgique, c'est encore plus étroit. Ah ben ça, oui. Mais donc de là toute l'importance de la diffusion et de la distribution en France. Mais pour un éditeur belge, je parle, mais je pourrais en parler tout aussi bien pour un petit éditeur qui se trouve à Pau, par exemple. Moi, j'ai publié dans une maison qui se trouve à Pau. Elle est confrontée au même problème. Il faut intéresser un diffuseur, il faut intéresser un distributeur qui va diffuser vos livres dans les librairies. Pour que les gens comprennent, c'est ça. Tout le monde n'est pas dans le domaine. Pour qu'un livre vive, il faut qu'il soit chez un libraire. Bon, Internet, on va en parler, mais il faut un présentant qui vienne présenter les nouveautés à tous les libraires qui les achètent selon un certain nombre d'exemplaires chaque fois. Et donc, si les bouquins ne sont pas en librairie, l'acte d'achat est beaucoup plus compliqué de la part d'un lecteur qui entre dans une librairie et qui est déjà submergé par les nouveautés. Complètement. Il y a les nouveautés, ça tourne aussi, parce que les libraires n'ont pas 1000 places. La poésie, c'est pas facile non plus. Quand on cherche la poésie en librairie, ça dépend des libraires, bien sûr, mais il faut aller au fond à gauche, pour caricaturer. Ou alors, partout, quand vous allez dans une petite librairie comme la nôtre, qui est à 90% à de la poésie, oui, mais ça, et des nouveaux libraires aussi, des nouveaux libraires qui sont faits depuis 3 à 5 ans. La personne qui fait la diffusion chez nous, Juliette Dehout, nous dit tout le bien de plusieurs de ces librairies, dont, par exemple, Herbefolle, je pense. Oui, il y a un changement. Comme ça, d'un coup. Scarebook, par exemple, et tout. Donc, c'est nouveau. On verra si ça va tenir. La question de la distribution en France pour les tout petits éditeurs belges, et spécialement ceux de poésie, a toujours été un problème. Plein de fois, des solutions ont été trouvées, parfois soutenues par les pouvoirs publics. Il y en a une dernière qui est en train de nouveau de se casser la gueule et qui a englobé beaucoup d'argent venant de Wallonie. C'est la WEX qui a fait financer. C'est en train de se casser la gueule. Donc alors, il en reste en fait. Il y a la librairie. Alors chez nous, il y a la librairie Wallonie-Bruxelles qui fait ce qu'elle peut au niveau distribution. Et nous avons fait le choix, en coopérative, on va dire, entre la Maison de la Poésie et Maelstrom pour le moment, de prendre une freelance qui travaille la France. Donc un premier saut de 20, 30, 40, 50 librairies, c'est déjà bien,
pour commencer le travail, et c'est en train de donner ses effets. Oui. Le tout n'est pas que les bouquins soient en librairie. C'est déjà un cap à passer, mais après ça, il faut que les journalistes soient informés du fait que les bouquins existent. Ouais. Il faut donc un travail de promotion également. Tout ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Complètement. Et donc, ce qui explique que la plupart des éditeurs belges renaclent, et parce qu'ils n'ont ni les moyens, ni le personnel. Il y a aussi tous les coûts de fabrication, on va en parler. C'est très compliqué. Production d'ailleurs, parce qu'une grosse maison de distribution demande une production suffisante de l'éditeur pour faire fonctionner ces tuyaux en quelque sorte. Oui, c'est la raison pour laquelle les petits éditeurs, ou ceux qu'on appelle comme ça, ont souvent recours à des structures alternatives, à des formes coopératives, le comptoir du livre par exemple, ou des formes alternatives de diffusion-distribution qui leur permettent d'exister. Comment ça se passe au Cerisier pour la diffusion? Mais ça se passe comme avec Paul, c'est de l'autodiffusion au Cerisier, mais le problème il est aussi du fait que la Wallonie et Bruxelles, la communauté française, vit dans une espèce d'inféodation culturelle par rapport à Paris, et que donc la presse dont parlait Patrick Delperdange, par exemple, prend compte des auteurs belges, sûrement, mais s'ils sont publiés en France. Quand ils sont publiés en Belgique, je ne me souviens pas d'une émission littéraire en Belgique où simplement d'une émission où on reçoit des auteurs, où ils aient reçu Malmström ou Le Cerisier, ou on lit à l'époque de... C'est compliqué, ou quand on voit que les prix Rossel ne sont pas spécialement des prix remis à des maisons d'édition belges aussi. Oui, c'est ça, il y a une double inféodation. Il y a le fait que les petits se font bouffer par les gros, puisqu'ils n'ont pas les moyens, quand ils tirent à 300 exemplaires, ils n'ont pas évidemment les moyens de distribuer 200 exemplaires en service de presse. Et puis, il y a cette inféodation culturelle qui fait que beaucoup de journalistes de la presse francophone pensent que si on publie en Belgique, c'est parce qu'on n'a pas été accepté en France, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est parfois le cas, c'est pas forcément le cas. Beaucoup de journalistes, mais beaucoup d'auteurs aussi, et je disais ça en introduction, et on peut peut-être les comprendre, pour avoir plus de visibilité, plus de diffusion, pour être lu par plus de gens, se dirigent d'abord vers la France, envoient leurs manuscrits d'abord en France. C'est quand même un phénomène qui existe, ça. Je peux vous dire que moi, je reçois des manuscrits d'écrivains français. Ah oui, bah oui. D'accord. Parce que voilà, le monde de l'édition étant ce qu'il est en France, ils sont. En ce moment, oui. En ce moment, oui, on peut en parler. Donc, parlons-en. Oui. Donc, il est clair que les écrivains français sont en train de regarder ce qui se passe en Belgique et en particulier à ce qui se passe avec ma collection. Ouais, Pascal Durand. Oui, Carmelo évoquait l'inféodation culturelle de l'espace bruxello-wallon vis-à-vis de Paris. Je pense qu'il faut aussi distinguer les catégories littéraires, c'est-à-dire que la poésie, le roman, le théâtre ou, je ne sais pas moi, d'autres formes, le roman populaire, le roman policier, ne sont pas soumis aux mêmes forces d'attraction. L'édition de poésie, par exemple, ce qui me frappe, c'est qu'elle vit dans un univers, un microsystème ou un écosystème qui lui permet de s'installer dans la durée. Je crois que David sera d'accord avec moi pour dire ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'un grand nombre de maisons d'édition de poésie traversent le temps, avec évidemment toutes les difficultés qu'on imagine et tout le dévouement que ça demande, mais elles s'installent dans la durée. Là où la difficulté est très grande, c'est pour le roman de confection courante, le roman, disons, réaliste, psychologique, dont la concurrence, évidemment, de Grasset, de Gallimard, du Seuil, d'Actes Sud aussi, qui est par un Belge, mais... à la Fondation, c'était un Belge, voilà. Tout à fait. Et donc, il faut éviter, je pense, de faire une espèce de rabattre tous les genres littéraires les uns sur les autres. Ils ne sont pas soumis aux mêmes logiques. Et ça vaut aussi pour la philosophie, mais là, on sort de l'édition littéraire. Je me demandais si un groupe puissant, comme on parlait de Bolloré tout à l'heure, mais il y en a d'autres évidemment, pourrait être attiré par le rachat d'une maison belge, par exemple. Et qu'est-ce qui se passerait ça s'est passé. Oui, pour Casterman. Casterman acheté par le Rizzoli, qui est maintenant... Casterman est maintenant membre du groupe de Gallimard, mais surtout bien des éditeurs de bande dessinée, parce qu'ils ont un marché solide. La BD a été rachetée par le groupe Média Participation, tout à fait. Qui était d'ailleurs porté par une volonté de propagande politique plutôt chrétienne. C'était un groupe qui était d'obédience chrétienne et qui voulait... en quelque sorte, remoraliser la jeunesse en rachetant les maisons d'édition. Mais les éditions littéraires au stricto sensu ont peu de crainte à avoir d'être rachetées par la France parce qu'elles ne sont pas véritablement des objets très rentables. Mais non, c'est ce que j'allais dire. Je pense que le mot est rentable. Je pense que le mot est rentable. Ces gens ne font pas ça pour la gloire de la littérature. Non, mais ça, on est d'accord. Mais on pourrait, au niveau de l'influence, par exemple, on sait que, par exemple, que Pierre-Édouard Sterrin, là, il vit en Belgique en plus. Donc, il connaît un petit... Il sort en Belgique, je suppose. C'est pas pour des raisons littéraires. Non, c'est clair. Justement, pour des raisons idéologiques, etc. Est-ce qu'on pourrait se dire, attention, on a ce coup près là au-dessus
au-dessus de nous, quoi. Je pense que pour la France, vue de France, la Belgique est une espèce de petite province éloignée. Et donc, encore aujourd'hui, oui. Mais bien sûr que oui, en tout cas au niveau de l'édition. Et donc, mais si vous êtes éditeur parisien, ce qui se passe à Pau, ou ce qui se passe à Bordeaux, ou ce qui se passe à Toulouse, ou ce qui se passe à Lille, c'est aussi la petite édition provinciale. Ouais. Et je pense que la Belgique en fait partie. Ouais. Voilà. Les libraires font suffisamment, David, vous l'avez dit, mais par exemple, à Liège, vous avez des endroits particuliers, des liens particuliers avec des libraires pour le cerisier, à Liège ou ailleurs, hein. Par exemple, il y a des librairies militantes comme Barricade à Liège où il y a un beau rayon des éditions de cerisier parce que les cerisiers a cette particularité que c'est un éditeur à gauche toute, quoi. Ouais. Donc il est vraiment ancré dans l'action sociale, dans l'action politique. Un des derniers livres que vient de publier, c'est le livre de Hossam Al-Madou. Ils avaient d'abord publié Je vous écris de Gaza sous la bombe. Puis il a réussi à se réfugier en Égypte. Ouais. Et maintenant, il dit « J'ai quitté Gaza, mais Gaza ne m'a pas quitté ». C'est un journal intime de comment la guerre est perçue et les massacres sont perçus. C'est bouleversant, c'est terrifiant. Mais je ne suis pas sûr que Sterlin ou quelqu'un d'autre comme ce Bolloré... Ah, Sterlin, ça c'est sûr que non, c'est pas son truc. Et Bolloré, je crois pas, ça fait sourire tout le monde. Tout à fait. Une chance qu'il rachète ce genre de livre. Ou alors c'est pour le tuer dans l'œuf. Vous, Aurore, vous êtes publié aussi chez Kallman Levy. Ça, c'était un choix. Vous avez envoyé vos manuscrits au début là-bas? Non, en fait, disons que j'ai toujours un parcours un petit peu particulier par rapport à d'autres auteurs. Je n'ai que très rarement déposé en fait de manuscrits chez les éditeurs parce que c'était pas mon but. Et à chaque fois, ça a été soit un rachat de la part d'une maison d'édition d'un titre en auto-édition qui fonctionnait très très bien et qui voulait ajouter à leur propre catalogue. Et pour les éditions Kallman Levy, en fait, l'éditrice avait lu un de mes livres en auto-édition et elle voulait en fait mon style d'écriture pour le prochain livre à paraître. Ah d'accord, mais ça c'est très intéressant. Ça veut dire qu'on peut se lancer dans l'auto-édition. Il y a des gens qui nous écoutent qui vont se dire ah bah donc c'est peut-être possible. On fait de l'auto-édition et puis on est repéré par des grandes maisons d'édition. Je vois votre voisin qui tique un peu là. Je tique un petit peu parce que c'est formidable ce qu'elle décrit et ce sont des cas qui se présentent en effet, mais dans des créneaux très précis. Par exemple, l'auto-édition, il y a deux cas de figure où ça peut marcher presque à coup sûr, disons, en tout cas avec plus de chances de réussite. C'est d'une part quand on est un auteur déjà reconnu et consacré. C'est le cas Marc-Édouard Nab par exemple, qui n'étant plus édité par les éditions du Rocher, a décidé désormais d'auto-éditer toute sa production. Mais lui, il a déjà une consécration, une notoriété sulfureuse et un public acquis. C'est le cas aussi, désolé de le nommer, mais Zemmour a publié à compte d'auteur son programme La France, je ne sais quoi. Et donc de ce côté-là, ça peut marcher. Ça peut marcher aussi dans des genres littéraires très particuliers, comme ceux de la fantasy, comme ceux aussi de la romance, qui sont articulés à des communautés, de lecteurs, de fans, et qui, permettent en effet de court-circuiter le monde de l'édition en sautant de l'auteur vers le public par le moyen de l'auto-édition. Là, c'est votre voisine qui tique. Pas d'accord. Mais parce que si on regarde le nombre d'auteurs en auto-édition dans ces genres-là, il n'y en a pas énormément non plus qui gagnent leur vie, mais c'est clair qu'en littérature blanche, c'est pas possible. Voilà, mais par contre, en thriller, il y en a énormément. Bien sûr. Et c'est vrai que les communautés aident aussi, mais il y a un travail derrière qui est vraiment poussé, c'est vrai, au niveau des communautés, mais aussi au même niveau marketing que les maisons d'édition. Disons que ça vaut surtout dans le domaine de littérature de genre, disons ça comme ça. Il ne faudrait pas croire qu'il suffit d'écrire un roman d'auto-édité pour avoir un succès et surtout de capter l'attention d'une maison qui souhaite... C'est pas si simple, il est clair que certains éditeurs sont à l'affût de ce qui se passe sur le net et sur un site, par exemple, qui s'appelle Wattpad, où il y a parfois des centaines de milliers de lecteurs, si pas des millions de lectures de certains romans, spécialement en fantasy et en romance, qui sont après ça édités de manière traditionnelle, je dirais. Ouais. Mais bon, vraiment... Parce que être éditeur, on va en parler, c'est accompagner des auteurs, etc., mais c'est aussi vendre du livre, quoi. C'est ça, à la base, non ? Faut pas oublier ça. Il y a un processus qui est très intéressant à remarquer et que certaines maisons d'édition ne parlent pas, mais je le vois par rapport aux primo-auteurs, entre guillemets, c'est que les maisons d'édition leur disent publiez en auto-édition d'abord, et si vous faites plus de X ventes, si ça marche, ah oui, d'accord, ok. Et c'est de plus en plus fréquent, en fait. Vous sentez que c'est de plus en plus fréquent ? Ah, je le vois, je le vois clairement.
éditeur, je disais éditeur, c'est vendre du livre. Alors quand on a de la poésie, c'est quelque chose quand même, c'est compliqué, non? Alors a priori, oui, c'est un secteur, comme on dit, de niche. Il reste que la poésie, depuis ces 10 dernières années, même 15 dernières années, n'a cessé de trouver de nouvelles niches, donc surtout par les scènes vivantes. Grâce au slam et tout ça. Alors le slam est une de ces scènes, que ce soit des festivals de poésie, des marchés de poésie, ou notre festival, comme on disait tout à l'heure. C'est clair que s'il n'y avait pas le festival, je pense que j'arrêterais de faire ça veut dire que sans événement, David, sans événement, il y a le marché de la poésie à Paris aussi, je crois. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas possible. Non, en poésie, ce ne serait plus possible. C'est pas viable, en fait, économiquement. Et non. Et il faudrait voir aussi... Alors, ce qu'on peut voir aussi, ce sont les types de formats. Alors, les petits formats, par exemple les booklegs ou notre collection de poche qui s'appelle Rootlegs. Ça, ce sont des formats qui circulent plus avec les autrices et auteurs eux-mêmes. Donc c'est les auteurs et les autrices qui distribuent. Parce qu'ils sont invités dans des festivals, invités sur l'une ou l'autre occasion. Ce sont des formats légers à porter. Ouais. On les a créés il y a 20 ans déjà. Déjà il y a 20 ans, c'était révolutionnaire. Ça marche à 3 €, ça reste à 3 €. Et l'autrice garde 1 € sur les 3 quand il le vend en direct. D'accord. Donc on est à la lisière là entre un travail d'accompagnement. À vous en sortir, à en vivre? Alors sans subvention, non. D'accord, donc il faut quand même des aides publiques. On va en parler. Et nous, chez Maelstrom du moins, nous sommes tous bénévoles en fait. On est payés sur des projets, défrayés sur certains projets. Au Cerisier, on a compris que c'était le principe de la coopérative, ça qui vous... Oui, c'est ça, mais il y a beaucoup d'analogies avec ce que David vient de dire, dans la mesure où ce qui a fait l'essor et le succès du Cerisier... ce sont deux choses. Le premier livre qu'ils ont publié a été un best-seller. C'est Rue des Italiens de Tony Santocono, ce qui est un phénomène éditorial tout à fait singulier, mais qui dépendait au fait que, en fait, le Cerisier a donné la voix à des paroles très minoritaires. Les Siciliens de Belgique n'avaient jamais eu leur livre, Tony Santocono l'a fait. Par ailleurs, ils étaient très actifs dans le secteur du théâtre-action et ils ont tenu à pérenniser les pièces qui étaient produites. Et là, le système aussi voulait que les pièces étaient vendues par les compagnies au moment des représentations. D'accord. Donc là, on est encore dans un système, on parlait du système un peu en vase clos, si je puis dire, mais sans être péjoratif. Mais vous voyez ce que je veux dire? Plutôt de niche. De niche, on va dire de niche, ouais. Je pense que ce qui peut imposer, ce qui peut faire en sorte qu'une maison d'édition belge s'impose sur le marché français, c'est aussi de ne pas proposer simplement des livres belgo-belges. Ouais, des copies. Ah oui. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, j'ai décidé de proposer des traductions parmi les 2 premiers titres que je publie donc chez On Lit Noir. Il y a un auteur équatorien, il y a un auteur belge qui vit à Metz. Dans la suite de l'année, il y aura un auteur flamand. Je tiens absolument à instaurer des ponts entre la littérature flamande et la littérature francophone de Belgique. Ça, c'est nouveau. Hein. Ça, c'est bien sûr. Pas trop, hein. Je suis auteur de polar et de littérature depuis 40 ans en Belgique. Je vis à Bruxelles. Il y a des auteurs flamands qui sont là autour de moi. Je ne sais pas où ils sont. Ils fréquentent certains cafés, ils fréquentent certains restaurants, ils fréquentent certains lieux. Je ne les connais pas. Je veux absolument proposer des traductions du flamand, du néerlandais au public francophone. Ouais. Et donc, je publie pour la première fois en octobre un auteur flamand qui s'appelle Wouter de Heers, qui a déjà une série de 4 bouquins qui se passent à Bruxelles et que personne ne connaît. Je suis auteur de polar, je n'ai jamais entendu parler de Wouter de Heers avant de m'adresser à lui. C'est une bonne nouvelle, ça, non? C'est pas mal. Je confirme tout à fait ce que vient de dire Patrick Delperdange à la lumière de l'expérience d'Actes Sud. Actes Sud, Arles est plus éloigné de Paris que Liège n'est éloigné de Paris. Et lorsque Hubert Nissen fonde Actes Sud, son idée c'est: je ne veux en aucun cas apparaître comme un éditeur provençal. Bien sûr. Je veux être un éditeur de littérature générale, ouvert sur le monde, à la traduction. Et je pense que c'est une des bonnes stratégies à adopter, c'est effectivement de proposer des livres qui ne soient pas nécessairement marqués au sceau d'une belgitude, comment dire, à mon aux autres, allons ici à Bruxelles, mais ouverts sur une littérature qui peut être aussi bien une littérature de traduction. Je pense que c'est très important. Maintenant, vous pouvez le faire, Patrick, parce que On Lit est adossé à un groupe
Le groupe Émotion, on en a parlé tout à l'heure, de Michel Lambeau, qui vient de Pias, une maison de disques, etc. Oui. Qui a racheté sans subside, en France. sans subside. Sans subside public, d'accord. Okay. Voilà, pour l'instant en tout cas. Pour l'instant. Qui a racheté quand même les éditions de Lerne. Les éditions de Lerne, c'est quand même c'est très important. Oui, c'est un nom en France en tout cas. Oui, Piano, etc. Les Lerne que tout le monde connaît, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, je veux dire, Only n'aurait pas pu vivre si Émotion n'était pas venue à sa rescousse. Je pense que ça fait partie d'un cadre général. C'est-à-dire qu'une maison d'édition isolée, en Belgique, a très peu de chances de trouver un public, de trouver des libraires intéressés, de trouver des lecteurs. Je pense que faire partie de ce groupe nous donne des atouts, c'est-à-dire au niveau marketing, au niveau de l'image, au niveau de ce que les gens se disent, tiens, voilà un groupe comme il n'en a à peu près jamais existé en Belgique, en fait. Non, ouais. Un groupe multi-artistique, multiculturel, qui veut rayonner à l'international. Mais c'est possible aujourd'hui, à l'heure de... C'est sûrement impossible, et c'est pour ça qu'on essaye de le faire. Ouais. Parce que quand Michel Lambeau m'a proposé de créer cette collection... Michel Lambeau, le patron de... Voilà, j'ai dit Michel, c'est une folie, et donc on va le faire. Oui, c'était quoi la fois? Ils savaient que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Bon, voilà. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Voilà, c'est ça. Merci. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le métier de éditeur. C'est quoi un éditeur, pour que les gens comprennent bien, une éditrice, hein. C'est quelqu'un qui reçoit des manuscrits, qui accompagne l'auteur, qui le corrige, qui le réprimande même parfois. Enfin, comment ça se passe quand vous recevez par exemple des textes d'un ou d'une poétesse qui veut être... On essaye de pas trop se réprimander les uns les autres, parce qu'on a autre chose à faire quand même, surtout quand c'est aussi complexe. Ce que j'aime depuis plusieurs années, dans les deux maisons d'édition évoquées, c'est d'avoir un petit conseil comme ça d'éditrices et d'éditeurs. Ouais. Donc nous sommes plusieurs. Donc par exemple, quelqu'un comme Ludivine Joanneau, quelqu'un comme Jérémy Tolomé, quelqu'un comme Antoine Waters, vont suivre chacune et chacun. Alors Antoine pour sa collection IF, chez Abra Palabra. Et de plus en plus, il y a comme ça un petit pool comme ça qui s'est créé de 5-6 personnes, même parfois un peu plus, qui travaillent effectivement d'arrache-pied pour rendre le manuscrit le meilleur possible, avec l'autrice et l'auteur. Alors, donc, on a bien compris que c'était de l'accompagnement. Il y a ce qu'on appelle la protection juridique aussi, parce qu'un auteur ou une autrice écrit un texte, elle a besoin que son texte soit protégé. C'est le rôle de l'éditeur aussi, ça ? Le contrat que l'auteur passe avec son éditeur comporte un certain nombre de protections juridiques, d'exigences aussi qui sont de direction, mais la protection du droit d'auteur n'incombe pas à l'éditeur. C'est l'auteur qui s'adresse à, je ne sais pas, un avocat pour défendre ses droits au cas où la société des auteurs. Ce n'est pas le rôle de l'éditeur. Si je devais définir l'éditeur d'une manière simple, je dirais qu'il y a deux métaphores faciles. Un éditeur, c'est un peu l'équivalent d'un directeur de galerie d'art. Ouais. Ou l'équivalent d'un producteur de cinéma. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui met des capitaux dans un projet culturel, en l'occurrence des livres, des auteurs, la production d'un catalogue, et qui, forcément, soit accueille les manuscrits, soit part à la chasse des manuscrits, selon la dynamique, et qui arrive à équilibrer dans son catalogue autant que possible. On évoquait au Cerisier le best-seller qui a permis à la maison de décoller, qui essaye d'équilibrer les ouvrages de diffusion relativement rapides avec des ouvrages plus exigeants. Beckett, Lindon le publie pendant plusieurs années et n'en vend pas. Il doit s'installer dans la durée. Mais Duras obtient le Goncourt de la Manche, ça permet de publier Alain Viala, Naissance de l'écrivain. C'est ça, donc c'est du flair, ça. C'est du flair, et puis aussi savoir s'installer dans la durée, dans le prévisionnel. Ouais. Un éditeur, c'est quelqu'un qui anticipe, qui capitalise sur le passé, qui anticipe sur l'avenir. Ça vous manque pas, Aurore, dans votre travail un peu presque solitaire, je dirais, ce regard d'un éditeur au-dessus de vous? Non, en fait, le travail n'est pas solitaire parce que j'ai le travail d'un éditeur sur mes propres textes, mais j'ai aussi des personnes extérieures que j'embauche sur mes textes. Ah, donc il y a des regards extérieurs quand même sur ce que vous faites. Il y a beaucoup. J'ai ce qu'on appelle des bêta-lecteurs qui reviennent pour faire des commentaires dessus. J'ai aussi des sensitive readers. Donc, par exemple, si je traite d'une minorité ou pas, c'est cette personne qui va tout relire et qui va me dire ça correspond pas à mon cas. Et puis de mon côté, je gère moi-même mes illustrateurs, mes graphistes, la mise en page et tout le reste. Donc d'accord. Ce n'est pas un travail seul. Très rapidement, Patrick. Oui, mon travail d'éditeur, comme je le conçois,
comporte évidemment toute cette partie où je lis le texte, je relis le texte et je le retravaille avec l'auteur ou l'autrice. C'est ce que j'ai cherché depuis 40 ans que je suis auteur, c'est-à-dire un dialogue avec quelqu'un que je considère pertinent. Et j'espère, après ces quelques années être à votre tour pertinent. Voilà, être à mon tour pertinent et faire des remarques qui permettent d'améliorer un texte. Ouais. C'est-à-dire un vrai lecteur, normalement, comprend ce qu'il est possible de faire pour l'améliorer, pour le rendre un peu meilleur encore. Ouais, Carmelo, vous êtes d'accord avec ce portrait de l'éditeur? Enfin, pour continuer, il y a la métaphore de Pascal, il y a quand même toujours deux casquettes chez un éditeur, il y a la finance et la culture. Ah oui, bien sûr. La sous-capitalisation belge fait que c'est le même homme qui sauve le plus souvent, qui doit endosser les deux casquettes, plus l'écharpe, etc. C'est là qu'on parlait de la Belgique. Et c'est pas possible en réalité de cumuler tous ces métiers. Ouais. Ça fait quand même beaucoup de problèmes pour des objets merveilleux quand même qu'on a. On n'a pas eu le temps parce que l'émission se termine de parler de l'IA, mais qui vient quand même se glisser un petit peu dans ce milieu-là. Moi, je me demandais est-ce que les éditeurs ont des outils qui permettent de détecter si les textes qu'ils reçoivent sont des textes d'IA ou pas. Je sais pas comment ça marche. Les éditeurs utilisent de plus en plus l'IA pour leur couverture. Ça se voit. Les éditeurs, oui. Des livres dont donc le loup est dans la bergerie. Les jaquettes sont fabriquées par l'IA. Ça se voit tout de suite. C'est d'une très grande laideur, il faut le dire. C'est pas mon cas. Non, j'allais le dire pour défendre un peu mon lit. Voilà. Non, les livres en lit, là, ils sont très beaux. Merci. Aurore non plus, ça va? Non. Vos livres sont très beaux. Merci beaucoup. Non, on a même pour les auto-édités, c'est très important de ne pas utiliser l'IA pour la communauté qui se professionnalise parce que c'est en fait, on vole le travail des autres illustrateurs et graphistes. Ouais, et puis ce serait de l'autodestruction, quoi. Oui, aussi. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette émission. Je rappelle, il y a 2 événements quand même. Donc, c'est le festival qui commence ce soir. Oui. On est du côté d'Etterbeek, la place Jourdan, c'est ça? Oui, c'est ça, la boutique Maestrom. Puis ce sera à la salle Dublin, AXL. D'accord. Et donc, de nouveau la boutique Maestrom, et puis ce sera au Théâtre Le Rideau, la traversée de la nuit, là il faut réserver, et une grand événement avec Anne Waldman qui vient, poétesse américaine de 81 ans, qui a aussi créé qui a créé d'ailleurs une université avec Allen Ginsberg sur la poésie, la création poétique. On peut la voir où? Répétez. Alors elle sera au Théâtre Le Rideau au début de la traversée, mais surtout on projette un film réalisé sur elle, avec entre autres dedans Patti Smith, Bob Dylan, qui disent tout le mal qu'ils pensent de Anne Waldman. D'accord. Et ce sera au cinéma Le Vendôme le dimanche 24 à 17h. Bon, on ira voir sur Internet Festival, ça s'écrit. Festival. Très rapidement, événement à Liège, il faut prendre le train. Vendredi 22 mai, à Liège, à la Cité Miroir, à partir de 18h. Une grande soirée pour fêter les 40 ans et 41 ans même des éditions du cirque d'hiver, du Cerisier, avec une série d'auteurs. Et puis en deuxième partie, une lecture du livre de Rossane Almadou dont je parlais tout à l'heure par David Murgia, accompagné à la guitare par Noé Préchoff. Ah, ça va être bien tout ça. Noé qui va faire un mini récital de 5 chansons. Et on sera côté cœur, côté gauche, à mon avis. Ça va. Allez sur le site des éditions du Cerisier ou la Cité Miroir à Liège pour avoir tous les détails. Je monte vite. Votre dernier livre, 50 000 lecteurs déjà connus, déjà conquis. Par contre, le secret du faucon, c'est Adé Martel. Ça, c'est votre nom d'autrice. Et je monte celui-ci. Oui, celui-ci, c'est mon petit dernier, Les Murmureurs de Dragons. Donc une fantaisie avec des dragons qu'on peut retrouver sur mon site adémartel.com. Il y a des dragons et voilà, avec une édition spéciale. Oui, il y en a une avec du jaspage 3D. D'accord. Le prix, juste pour savoir le jaspage normal, qui reste, parce que l'autre est déjà écoulé, est à 29,90. D'accord. Un prix, je peux demander le prix chez vous? Oui, bien sûr, 19,90 et 24,50. Ça va, qui dit mieux? Voilà. Ça fait un peu les enchères. Je recommande vraiment ces 2 livres aussi et je souhaite bon vent à On lit noir, évidemment, parce merci. Que c'est la qualité. Et on aura à l'œil, évidemment, votre prochain auteur flamand. Auteur de ES. Voilà. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. C'était passionnant. On aurait pu parler comme ça pendant des heures, mais il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.